Donc, ça vous fait Ça zéro... fait un sou d'économie pour les gens qui demeurent à Saint-Eustache. Je pense pas que ça vaut le détour pour quelqu'un qui demeure à Terrebonne, par exemple, ouais. ou même ailleurs. Mais quand tu demeures à Saint-Eustache, ça vaut la peine de faire avant de partir. Avant de partir pour aller à Montréal. Et c'est la même chose à Longueuil. Mais à Longueuil, ceux qui sont chanceux pourraient sauver 2 sous le litre. Imagine-toi. Ah, bon. Alors, Jacques, les autres titres de la... Par les temps difficiles qu'on court, ça vaut la peine. Oui. Non, mais en même temps... Pour la chronique économie et finance, j'espère avoir le temps de trouver ce qui se passe en Asie-Pacifique, en Europe. Jacques, mais j'ai déjà... Jacques, en même temps, parce que tu fais allusion par les temps qui courent, il y a une entrevue intéressante. Et là, je propose à Ernest de la rediffuser demain, par exemple. J'ai donné un extrait et je dois donner un autre extrait. C'est une entrevue avec une dame, une spécialiste de l'IRIS sur les salaires versus l'inflation. Oui, j'ai entendu cette nouvelle-là hier, mais... et c'est une entrevue extrêmement intéressante. Oui, mais disons qu'elle va à l'encontre des croyances populaires, même chez les économistes. Oui, et Jean-Ernest a eu le mérite, et il m'a dit, c'est ça, il n'a pas eu le temps de faire une petite spécialité d'économiste. Donc, il a posé les questions du commun des mortels pour essayer de comprendre. Parce que quand les spécialistes parlent, les spécialistes de l'IRIS, ça vole haut. Il a fait atterrir, je lui ai fait le compliment hier, et je crois que ça vaut le coup de faire partager aux gens, Jean-Ernest, cette entrevue, le plus possible. Une belle entrevue. Merci. Alors, Maître Jacques. Vous nous dites à quel moment, là, durant l'émission, si tu le sais, à quel moment ça repassera. J'essaierai de l'écouter à CPOM parce que ça m'a surpris un peu la conclusion de cette étude-là. Oui. C'est une étude sérieuse qui a été faite, puis j'aimerais bien en voir les dessous. Jean-Ernest, en résumé, ce qu'elle dit, Madame, j'oublie le nom. Madame Ève quelque chose. Oui, absolument. Oui, je te dis. Elle s'appelle Evelyne Couturier. C'est ça, Evelyne Couturier, oui. Evelyne Couturier. Et puis, elle dit que les augmentations de salaire n'ont rien à voir avec l'inflation. Rien à voir avec parce qu'en général, Jacques, on sait que lorsqu'on a plus de moyens, lorsqu'on a beaucoup d'argent, on a tendance à utiliser cet argent-là pour consommer. Et puis, c'est la consommation qui est la mère de l'inflation. Les consommations, on consomme, et puis puisqu'on consomme et que ça prend, ça amène beaucoup de demandes, et lorsqu'il y a beaucoup de demandes, c'est normal qu'on augmente les prix. Tandis que lorsque c'est le cas inverse, ben on est obligé de diminuer les prix. Avec des augmentations de salaire, on a tendance à acheter, à consommer. Et puis elle nous dit, mais non, ça n'a rien à voir avec l'inflation. Et elle nous donne des exemples, à savoir que des augmentations de salaire qui... Et puis je dis aussi, imaginez que celui qui doit, c'est lui l'employeur, il doit toujours faire fructifier son entreprise, et lorsqu'il donne des augmentations de salaire, il faut bien qu'il aille chercher le même comme un bénéfice ou un petit peu plus, n'est-ce pas? Donc, je donne une augmentation de salaire d'une main, et puis je fais une augmentation de mes prix aussi du produit que je fabrique, n'est-ce pas, sur le marché. Donc, ça crée encore de l'inflation d'une certaine manière. Mais non. Écoutez l'entrevue, soit dit en passant, je suis resté sceptique. Mais c'est extrêmement intéressant.
Il y a des gens qui peuvent vous dire des choses qui vous surprennent, mais des choses dites avec un tel aplomb. Oui, 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 oui. Par exemple, moi, je vous dis, j'ai trouvé ça intéressant, à la limite, des fois, contradictoire, ok, mais ça va, comme a dit Jacques tout à l'heure, à l'encontre des idées reçues sur la base qu'effectivement, quand tu as de l'argent, une masse monétaire importante en circulation, ça a été le cas pendant la pandémie, par exemple, où le gouvernement a donné beaucoup d'argent, etc., etc., et les gens ne dépensaient pas beaucoup, on restait à la maison. On avait tendance à consommer beaucoup, matériaux de construction, faire des travaux, acheter des véhicules, etc. Ça a participé à la chose. Moi, j'ai trouvé ces explications intéressantes. Je ne suis pas convaincu. Mais tu vas voir, là, l'exemple que tu viens de prendre, oui, hein, c'était justement dans ce but-là. Il y avait une léthargie sur le plan économique et le gouvernement devrait comment inciter et donner de l'argent, mettre de l'argent pour ne pas permettre à ces entreprises, ne pas permettre, mais surtout faire en sorte que ces entreprises ferment. Oui. Ça aurait été un coup vraiment très dur pour l'économie du Québec. Oui. Ça, c'est dans un sens où il n'y a pas beaucoup d'argent en circulation, on ferme des entreprises, etc. Et c'était normal. Mais elle nous dit que les augmentations qui mettent beaucoup d'argent, les augmentations de salaire, ils mettent beaucoup d'argent en circulation, ça ne crée pas de l'inflation. Et ça, c'est difficile, ça vient nous déranger dans nos comportements, ça vient nous déranger, mais surtout lorsqu'on regarde la Banque du Canada, je lui ai posé qu'ils sont tous des cancres, là. Mais là où je trouve qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est pas vrai qu'une institution comme la Banque du Canada peut, face à une situation, peut ne faire qu'une seule chose. Augmenter les taux d'intérêt. Augmenter les taux d'intérêt, augmenter. Mais là, il doit y avoir quelque chose d'autre à faire. La Banque du Canada s'était arrêtée, mais là, je crois qu'il y a un autre tour de vis qui est donné. Ah oui, mais oui. Parce qu'on suit les Américains. Parce que la Banque du Canada disait que l'inflation s'essoufflait, ça se calmait, et on avait eu un répit. Mais puisque la Fed, à côté, continue... Je m'excuse, hein, Pierre. Au début de la pandémie, la Fed allait dans le sens contraire, et puis le Canada restait là à 0,25. Oui. Restait là, et puis regardait. Mais subitement, et c'est pour ça que lorsque Madame Couturier nous dit qu'il y a un effet politique là-dedans, je me dis comme quoi la Banque du Canada recevrait des ordres de la politique ou du politique, n'est-ce pas? J'ai tendance à croire que oui, la Banque du Canada n'est pas tout à fait autonome. Mais toutes les banques centrales, suivent la tendance gouvernementale, pas allant dans le sens qu'on donne des ordres à l'encontre du bon sens, mais c'est une politique générale et on discute avec le patron des banques. Les patrons de banques centrales sont consultés, où le ton est donné, on discute, tu sais, et l'influence politique n'est jamais très loin. J'ai pour mon dire qu'il y a déjà eu de très grands économistes à la tête, de cette banque centrale, entre autres Jacques, un qui a été rapatrié en Europe. Recruté en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, absolument. Lequel déjà, j'oublie son nom. Oui. Oui, moi aussi, il était le président de la Banque du Canada, là, le grand responsable pendant des années, et ensuite il était responsable de la Banque de Londres. Qui est encore à Londres. Je cherche son nom. Il est encore. Non, il est plus responsable, ça fait déjà quelques années. Non, je pense que il n'y a pas trop longtemps qu'il est allé là-bas. En tout cas, Jacques, c'est pas ça qui est essentiel, mais pour dire que il y a de ces personnalités-là
en apparence, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent et qui ne reçoivent pas d'ordre du politique, généralement non. Ouais. C'est des gens qui sont là pour conseiller. Si ça ne fait pas, eh ben, ils vont aller ailleurs. Hein? C'est pas des gens qui se cherchent un job. C'est ça. Mais bon, c'est diriger un pays, c'est une approche globale. Donc, le président de la Banque centrale n'est jamais très loin. D'ailleurs, c'est important pour le gouvernement d'avoir le ton. Tu sais, d'avoir le ton. Et le ton juste. Le ton, c'est ça, d'avoir l'heure juste. Et parce que si ça ne fait pas, là, ce ton-là va changer en tas et puis ta job est menacé. Il faut que ça donne des résultats. On va faire la pause commerciale. Jean-Ernest Pierre, si tu n'as pas de titre choc, hein, tu présenteras les grands titres tout à l'heure. Jacques Bourgeois est revenu. Il faut bien qu'il gagne sa croûte, Jacques. Sa croûte, là. Il faut qu'il fasse sa chronique, finalement. Je vais bien essayer de la faire, en effet. Après avoir gambergé, hein, on fait la pause commerciale tout de suite. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Jean-Ernest Pierre, raconte-nous. Alors, oui, il y a quelque chose de bien important, bien important dans la vie au Québec. Réforme de la loi 101, service en anglais, service d'exception. La métropole Montréal a ajouté jeudi des messages sur ses lignes téléphoniques et sur son site web pour indiquer que seuls les citoyens visés par l'une des exceptions prévues par la Charte de la langue française pouvaient recevoir de l'information dans la langue de Shakespeare. La Ville de Montréal affirme se plier ainsi à la récente réforme de la loi 101. D'autres municipalités du Québec ont également ajouté des bandeaux d'information sur leur site web à ce sujet. Qui a le droit de consulter le site en anglais demande maintenant un bandeau bleu placé en haut de chaque page du site de la Ville de Montréal. Si vous continuez à consulter le site Internet en anglais, vous certifiez que vous appartenez à l'un des groupes désignés dans la nouvelle loi. Ces groupes qui peuvent continuer à être servis en anglais incluent notamment tous les citoyens qui ont reçu des services en anglais avant le 13 mai 2021, ainsi que les immigrants arrivés depuis moins de 6 mois. Au 311, un message est préenregistré. Ce message indique que pour avoir le droit d'appuyer sur la touche qui permet de parler en anglais à un téléphoniste, la personne qui appelle doit certifier qu'elle fait partie de l'un de ces groupes. En point de presse, la mairesse Valérie Plante a refusé de dire si elle était à l'aise avec ce changement. Théoriquement, la mairesse elle-même n'a pas le droit de consulter le site web anglophone de sa ville pour s'informer. Ce sont les directives du gouvernement du Québec. C'est clair que ce n'est pas nous qui allons faire la police. On suit les règles du gouvernement du Québec en ce sens. On fait ce qu'on doit faire, a dit Valérie Plante. En anglais, à un journaliste francophone qui lui demandait s'il avait commis une infraction en consultant le site de la ville en anglais, elle a répondu, c'est si elle avait. Donc, elle a répondu, vous devriez demander au gouvernement du Québec. Ils nous ont demandé de mettre un message, alors nous mettons un message, a-t-elle ajouté. À partir de là, si le gouvernement du Québec veut mettre en place un inspecteur de la langue ou quelque chose du genre, il peut le faire. Valérie n'est pas contente. Valérie n'est pas contente, mais pas du tout. Alors, en plus des anglophones établis au Québec avant 2021 et des immigrants qui viennent d'arriver, les autochtones, ceux qui résident
ou pas au Québec, et les personnes admissibles à l'école anglophone peuvent aussi consulter la version anglaise du site web, toujours selon la ville. Et pour sa part, la municipalité de Longueuil indique désormais en ligne que son site est exclusivement offert en français pour se conformer aux obligations de la Charte de la langue française. La ville invite tous ses citoyens qui parlent d'autres langues à utiliser au besoin les outils de traduction de leur navigateur web, comme Google Traduction. À Laval, un bandeau a été ajouté à la version anglaise du site Internet avec un hyperlien menant à un site explicatif du gouvernement du Québec. Alors, le cabinet du ministre de la langue française, Jean-François Roberge, n'a pas immédiatement réagi à la demande d'entrevue de la presse, mais mercredi, il avait souligné à l'Assemblée nationale l'entrée en vigueur de dispositions de la loi 96 sur la langue de communication dans les services publics. Jeudi est une date importante parce que c'est la mise en œuvre d'une nouvelle partie de la loi, a dit le ministre Roberge. Le français est la langue officielle et commune du Québec. On s'est préparé, l'État doit être exemplaire. Alors donc, on comprend qu'il s'agit de l'entrée en vigueur de la seule langue, la langue commune du Québec qui est le français. Normalement, c'est la règle. L'État communique en français avec les Québécois. C'est une date importante parce que c'est la mise en œuvre d'une nouvelle partie de la loi, a dit Jean-François Roberge. Pour sa part, Marie-Anne Alpin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, partage l'avis de M. Roberge. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, a-t-elle dit. C'est sûr que ça heurte, mais je pense qu'il va y avoir une période d'adaptation. On va s'habituer à ça. On va s'habituer à ce que le français soit la langue commune. Je pense que c'est une bonne façon de rappeler. Et elle cite, c'est comme ça que ça se passe au Québec. Mais pour Julius Gray, qui représente plusieurs groupes qui contestent la loi 96, Julius Gray avait un autre point de vue jeudi après-midi. Et je cite, « Je pense que c'est ridicule. Ça a pour effet de ridiculiser le Québec. À long terme, on va nous faire paraître comme des comiques aux yeux des autres nations, a dit Maître Gray en entrevue téléphonique. Préserver le français, ça ne veut pas dire éliminer l'anglais. Dans les faits, si vous vous promenez à Montréal, c'est une ville bilingue, on entend les deux langues. Les deux langues, dit M. Julius Gray. Et la députée Madouani Kakadé, porte-parole libérale en matière de langue française, estime également que la loi ne contribuera pas à assurer la pérennité du fait francophone. Nous doutons que cette mesure contribue à atteindre cet objectif, a-t-elle affirmé. Le Québec Community Group Network, qui représente les intérêts des Anglo-Montréalais, n'a pas voulu accorder d'entrevue sur le sujet. Il s'agit d'un autre exemple flagrant des conséquences négatives de la loi 96 sur les services de proximité quotidiens pour les anglophones du Québec, en particulier pour les personnes âgées anglophones vulnérables qui sont beaucoup moins bilingues que notre cohorte de jeunes, a toutefois indiqué sa présidente Eva Ludwig sur les réseaux sociaux. Selon les données du recensement de 2021, 13% des Montréalais parlent uniquement l'anglais. Pas moins de 84% des habitants de la métropole maîtrisent le français, tandis que 2% ne peuvent converser dans aucune des deux langues officielles. Alors, on est dans une nouvelle période. C'est l'application d'une autre partie de la loi 96. Et là, ça fait obligation stricte, même si ça ne fait pas l'affaire de nos mairesses ou de la mairesse Plante, n'est-ce pas? Faut appliquer la loi, commencer par nettoyer le site de la ville, et on ne donne de service en anglais
qu'à ceux qui ont ce mérite, qui ont le mérite, qui ont le droit d'avoir ce service en anglais. Et même pas une réceptionniste pour te parler in English. Parce que tu n'as pas le droit. Alors, je ne sais pas comment on va savoir au téléphone si j'ai le droit, si je n'ai pas le droit. Non. Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Tu connais ma position, vous connaissez ma position sur la question. Ouais. Je suis au Québec. J'ai choisi d'être au Québec pour vivre en français. Mais tu ne comprends pas là. Oui. Tu ne comprends pas, Jean-Emmanuel, il y en a qui sont nés au Québec Oui. et qui ne parlent pas français. Ben, apprends à parler français. Ah, mais c'est la dictature, Jean. Non, c'est pas de la dictature. C'est la dictature des Non, lois. non. On ne vous interdit pas de parler français. Oui, Sauf mais que on ne vous donne pas le service en français. Quand vous allez en France, ok? Hein. Quand vous allez en France, quand vous êtes à Paris, vous vous attendez à avoir du service en français. OK? Vous circulez avec votre petit dictionnaire des mots rapidement quand vous cherchez quelque chose pour trouver, au lieu de dire bread, Un bourgeois. c'est ça. Tu sais, moi, je veux vivre au Québec en français. OK, moi aussi, je voudrais vivre au Québec en français. Oui. Mais il y a la réalité qui nous rattrape. Il y a de ces anglophones-là qui ont le droit de s'exprimer en anglais. Non, mais est-ce que et qui s'est enchâssé dans la Constitution. Mais non, est-ce que tu te rends compte qu'on a dit ceux qui inévitablement ne peuvent pas s'exprimer. C'est-à-dire que tu n'as pas un employé qui automatiquement va te dire bonjour, hi. Si tu dis hi et que tu ne peux pas dire bonjour et que la personne se rend compte au fil de 2 phrases, de 3 phrases qu'effectivement tu n'es pas capable de tenir la conversation et c'est important, il va faire appel, il va avoir un service de manière exceptionnelle, quelqu'un qui est là et qui puisse quand même te donner du service. Mais allons donc. Mais moi, j'en ai marre de cette histoire que, Jacques, l'anglais est une priorité. Tu regardes une offre de service, l'anglais est un atout majeur. Non, voilà. Je vis au Québec. Oui, mais moi, là, je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre-Emmanuel, mais dans cette loi-là, puis dans les façons de faire, qu'est-ce qu'on fait pour faire aimer le français? Moi, tout en étant d'accord avec toi, je me dis que ce qu'on fait avec cet article de loi-là, c'est qu'on fait encore plus détester le français. Donc, on éloigne les gens du français. Puis tout ce qu'ils ont à faire, ils ont à peser sur le point Google, traduisez-moi ça en anglais. Puis les Canadiens français, francophones de souche, qui parlent français, puis qui ils s'en vantent pas toujours, ben ils vont probablement la traduire en anglais aussi, parce qu'on ne fait rien pour leur faire aimer leur propre langue maternelle. Il touche. Alors, je pense que si on n'a pas ça, on n'y arrivera jamais. Bon, Jean-Ernest, il a l'affaire. Il a l'affaire. Mais on avait dit la semaine dernière. Parce qu'on avait... Dans le respect des droits des gens, il s'agit de s'exprimer. Quand on défend les droits, c'est tous les droits, Jean-Emmanuel, mais les droits fondamentaux surtout. Les droits fondamentaux. La libre expression. C'est un droit fondamental. Et nous ferions un exercice là, ici, Jacques et Pierre-Emmanuel. 30 secondes de silence. Et puis c'est tu à toi. Il faut permettre à l'autre de parler dans sa langue. Et tu as dit, Jean-Emmanuel, tu as rappelé, c'est pas toi qui as inventé l'histoire, le fameux speak white. Eh bien, aujourd'hui, c'est le speak white à l'envers, là. Okay. C'est le speak white à l'envers. Si on te
force à parler une langue sans que tu aies, et ce que Jacques a dit est tellement bien dit, tu n'as pas l'amour de la langue, mais voilà, tu es obligé de parler la langue, mais tu t'en débarrasses parce que c'est obligatoire pour toi. Messieurs, alors que tu pourrais effectivement avoir le goût d'apprendre le français. Ah, c'est dommage qu'on ait pas À la de... fin. Ah oui, oui, c'est dommage qu'on n'ait pas de temps pour ça parce qu'il faut donner la possibilité à Jacques. Amène Jacques, amène Jacques le samedi demain on est Oui. samedi. Ouais, Avec un jeu de boxe, là. Ouais, Hein, ouais. Jacques? Ça, non, mais ça, oui. oui, mais ça serait intéressant, effectivement, qu'on puisse en parler en long, en large et en détail. Et peut-être même faire une émission là-dessus. Et Jean-Ernest tu as Pierre, raison, Jean-Emmanuel. Moi, je suis, tu sais, mon oui, amour oui, pour le mais, français. oui, mais comprends. Non, mais vous avez, Mais- c'est qu'on a tous raison. Pourquoi je dis ça? C'est qu'effectivement, moi qui dis, ma position, c'est que oui, j'ai choisi le Québec pour parler français, parce que ça parlait français, parce que je veux vivre en français, etc., etc. Ça, c'est pour ne pas choquer personne. Ça, c'est comme Jean-Ernest disait, en dehors de ma vie privée, et on n'a pas le droit d'intervenir dans ma vie privée. C'est-à-dire, Dans ma chambre à coucher. ou non, non, même dans ma cour, on fait un barbecue, on mange Jean-Ernest Pierre. Laissez-nous danser, couper, clouer. Hein, Mais Jean-Emmanuel, Alors. Jean-Emmanuel, Oui. je sais que je te coupe la parole et je suis mal élevé. Je vais te dire une chose là. C'est cette nuance-là qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire que je connais bien, dans nos hôpitaux, là où il y a beaucoup de nous autres. Et de plus en plus de nous autres, hein, à cause de la pandémie, j'ai visité un hôpital récemment, là, j'ai vu beaucoup de Vas-y, autres, parce ok? que tu as 1 minute. 1 minute, Jean-Emmanuel. Oui. Mais tu parles avec les tiens. C'est pas un service de santé, etc., où tu parles, tu te mélanges avec les autres. Non, vous n'avez pas le droit. Il y a 4 infirmières haïtiennes, et puis un mot de créole vient là-dedans. Mais donc, tu n'as pas le droit, tu es au Québec, et puis tout le monde doit comprendre. Mais tu n'étais même pas dans notre conversation. Non, mais ça c'est. Quand tu te trouves là, mais tu comprends ce que je te dis, Non, mais Jean-Emmanuel? ça c'est pas fait. Ça c'est pas fait. Ça c'est pas fait. Ça c'est fait. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Mais tu imposes à la personne là de penser en créole. Moi, quand je pense à Jean-Emmanuel que je dois manger, quand j'ai vraiment faim, quand je suis vraiment fâché, je dis tonnerre. Bon, bye bye, Jean-Ernest. Non, Jacques, non, bye bye, Jean-Ernest Pierre. Jacques. Oui, non, juste un instant, je vais prendre mon temps de chronique pour répondre à ça parce que ça vaut la peine. Le français au Québec, c'est primordial, c'est important. Moi, en pensant ce que Mme Plante a dit, là, il m'est venu une solution facile dans ma tête. Je vais dans un endroit où c'est public, la Ville de Montréal, n'importe quel organisme du gouvernement du Québec ou même du Canada. Et je devrais, quand j'arrive là sur Internet, je devrais être reçu en français. Mais les institutions pourraient prendre entente avec Google et puis qui traduisent là, et puis avoir aux côtés toute une ligne. Vous préférez un service en créole, pèse là-dessus, puis on va te faire la traduction automatiquement en créole. Vous préférez le service en anglais, clique anglais, puis tu auras la traduction en anglais. Tu seras reçu poliment en français et tu respecteras les autres qui peuvent avoir des langues parce qu'on peut le faire facilement, je pense, aujourd'hui avec les techniques sur Internet. Moi, je ne suis pas d'accord du tout, parce que il faut, quelque part, je vous rejoins, ne pas forcer les gens à c'est pas imposer, ne pas forcer, ok? Le terme forcer est impropre, mais je n'en trouve pas d'autre, mais que les gens comprennent qu'a priori,
que les services sont offerts au Québec en français. Donc, tu arrives dans un site en français. Ça ne fera pas haïr le français, parce que moi, j'ai entendu beaucoup de gens de différentes communautés exprimer leur désir aussi d'apprendre le français, mais le fait qu'il n'y ait pas d'obligation, tu sais, on glisse facilement, et c'est ça, on glisse facilement en laissant le libre arbitre. On glisse facilement dans la facilité de rester dans son confort et d'y aller avec la langue qu'on connaît. Mais Jean-Emmanuel, je m'excuse là, encore une fois. Oui. Dans son confort, il n'y a rien de plus aisant, je vais dire ça comme ça, que de parler une langue dans laquelle on est confortable. Oui, mais par rapport à la langue. Tu sais, là, moi, si je suis obligé de parler anglais, je vais parler anglais, hein? Mais c'est pas la langue dans laquelle je suis confortable. Si on me force à parler une langue, Jean-Emmanuel, c'est pas la langue dans laquelle je suis confortable. Mais laissez-moi apprendre la langue. Donnez-moi les facilités d'apprendre la langue. Oui, mais tu ne comprends pas. Sans imposer, véritablement. Non, mais s'il n'y a pas d'obligation, et c'est humain, s'il n'y a pas d'obligation, on ne fera pas l'effort nécessaire. S'il n'y a pas d'obligation. Il y a de ces communautés qui sont tellement confortables, et j'en connais, au moins une. Et hier matin, tu peux demander à Junie, on avait cette conversation sur la langue avec une agente qui est passée nous voir, qui est d'origine colombienne, ok, de père et de mère, et ça parle jusqu'à présent l'espagnol à la maison. Mais quand elle te parle, c'est comme une Québécoise, ok. Et je lui dis, je fais la même expérience avec ma fille qui est d'origine haïtienne, etc., etc. Et c'est intéressant. Et elle nous a dit ce qu'on disait. La facilité d'ailleurs chez elle jusqu'à présent, on ne parle qu'espagnol. Elle ne parle pas français avec sa mère. Sa mère peut par exemple... Et puis tu voudrais qu'elle parle français avec sa mère? Non, ce que je te dis, l'effort c'est que la mère, c'est que ma mère, c'est que mon frère, etc., etc., puisse sortir, qui vient d'Haïti, qui vient d'arriver, puisse sortir de ce confort, un peu l'exercice que ces PAM fait. Et on a tellement été critiqué, je ne parle pas de la vie privée, n'oublie pas, je te dis même, tu as dit dans la chambre à coucher, j'ai dit même dans un barbecue, nous laisser cette possibilité, ce plaisir-là. Mais quand on va dans l'espace commun, qu'on puisse parler français, qu'on puisse faire l'effort, et on a tellement été critiqué, encore 20 ans après, malgré toutes les explications qu'on donne, sur les objectifs de CPAM, sur les résultats qu'on a eus, sur des gens qui ne pouvaient absolument pas s'exprimer en français, qui au fil des efforts finissent par se faire comprendre. Oui, mais encore une fois, là, Jean-Emmanuel, oui, ça dépend toujours des individus. C'est ce que je suis en train de te dire. Oui, il faut donner au contraire des incitatifs. On est d'accord. Plutôt que de mettre une loi forçant les gens. Et ça, c'est le fameux speak white. Et je te le dis encore une fois là. Oui, Jacques. Tu trouves que ta langue est... Oui. C'est Jacques. Parce que je vais vous renvoyer. Une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est le respect. Le respect, ça ne s'achète pas, ça se gagne, ça se mérite. Et pour mériter le respect des gens qui parlent d'autres langues, et si on veut qu'ils nous respectent dans notre langue française, il faut les respecter. Alors, c'est pour ça que qu'on puisse leur offrir aujourd'hui facilement, sans effort, parce que là, on parle des services sur Internet. On peut le faire sans effort. Vous venez chez nous, dans notre site, ben, ici au Québec, c'est français. Alors, tous les organismes doivent recevoir les gens en français, mais leur donner le choix après, parce qu'on les respecte.
Bon. Et puis j'ajoute, Jacques, le respect encore. Comment on peut définir le francophone comme celui qui parle français à la maison aussi, Jean-Emmanuel? Ça, c'est le manque de respect. Alors que moi, dans la sphère publique, je parle en français. Tout comme notre ministre du patrimoine, n'est-ce pas, Pablo Rodriguez, parle français avec ses enfants qui parlent français. On nous dit, selon les statistiques, seulement 13% de la population parle anglais et seulement 2% ne parlent ni français ni anglais. Est-ce que véritablement il y a un danger? Parce que moi je regarde les miens là, ceux qui sont nés ici de moi-même, ils parlent en français, ils parlent en anglais aussi pour se donner plus de chance, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils ne sont pas des francophones, mon Dieu? Pourquoi on va faire le calcul des francophones pour dire que les francophones sont ceux qui parlent le français, la langue d'usage et le français aussi à la maison? Est-ce que vous comprenez, vous deux, que, et c'est un peu ce que je dis tout le temps quand on dit qu'il y a une grave menace d'extinction de ci, de ça, etc. Et que on revient à la chose essentielle. On est au Québec, parce que tu dis que combien 13% parlent anglais, français, et 2% seulement ne parlent ni français. Ne parlent ni français ni anglais, qui sont des allophones. Est-ce que tu comprends? Donc, avec 13% seulement qui parlent anglais, je m'excuse par rapport à mes amis anglophones qui nous écoutent, anglo-franco. Alors, si c'est ça, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ce que je dis, faisons le plus d'efforts possible, ok, pour que le français soit la langue dans laquelle on vit au Québec. Et Jean-Emmanuel, 84% des habitants de la métropole maîtrisent le français. Bon, ben vivons. Seulement 2%. Est-ce que tu crois, à un moment donné, mais vivons en français. Pourquoi 82%? Et c'est ça que je veux dire. 84%. Pourquoi 84% de gens de la métropole parlent français, maîtrisent le français, et que quand j'arrive quelque part à Montréal, on a tendance à s'adresser à moi en anglais? C'est ce que je vous dis. Autre chose. Ça dépend de l'individu. Non, ça dépend encore de l'individu que tu parles. Moi, je veux que quel que soit l'endroit, si vous me dites que 85% de Montréalais maîtrisent le français, on peut-tu vivre en français? C'est ça. Moi, c'est ça. Ben, on ne se comprend pas. Comme Jean-Ernest aime dire quand on n'arrive pas à s'entendre, je suis un grand incompris ce matin. Bye bye. Bye bye à toi. On pourrait en parler longtemps encore. Oui, mais Jean-Ernest a invité. Hein?